Donc vous voyez, on est dans une période où on cultive le phénomène émergent, comme si on avait désespéré de produire volontairement quelque chose de valable. Eh bien, on met en place des dispositifs qui devraient faire advenir quelque chose de neuf. Alors vous direz peut-être que je noircis le tableau, hein, je m'achemine vers ma conclusion. Mais je pense que ça n'est pas anormal de noircir le tableau et de faire un état des lieux aujourd'hui qui puisse devenir un repoussoir pour réveiller la confiance que l'humanité devrait mettre en elle-même. Il faut produire l'électrochoc, un électrochoc susceptible de restaurer le sens des valeurs, le sens des finalités. Les fantasmes des transhumanistes ont, à mes yeux, ce mérite paradoxal. Les transhumanistes traduisent le mal-être contemporain. Le transhumaniste traduit l'espèce de dépression qui saisit l'humanité dans les sociétés technologisées. Ce mal-être ne peut déboucher que sur une rupture avec l'humain, ou alors, il peut déboucher sur une prise de conscience salvatrice. Pour ma part, évidemment, je mise sur cette prise de conscience. Où sont donc les signes annonciateurs d'un renouveau possible de la confiance que l'humanité doit mettre en elle-même? Eh bien, ces signes, on peut les trouver chez les technophiles eux-mêmes, d'abord. En effet, certains observateurs du monde que les technosciences sont en train de nous façonner n'hésitent pas à dire qu'aujourd'hui, il faut se préparer à élargir le champ de l'humanisme. J'aime assez que des technophiles disent que demain, il y aura parmi nous, parmi vous, des clones. Il y aura des robots androïdes, tellement perfectionnés qu'on s'y trompera. Il y aura des êtres issus d'utérus artificiels. Il y aura, assurément, de ces êtres que l'on voit évidemment de façon fantaisiste dans des films de science-fiction, mais incontestablement, l'humanité accueillera des êtres issus de nos techniques. Bien, que faudra-t-il faire? Est-ce qu'il faudra faire ce que conseillent certains aujourd'hui en disant un clone ne sera jamais accessible à l'humanité? Je suis désolé, si, il sera accessible à l'humanité. Il faudra d'une manière ou d'une autre élargir son système de valeurs pour accueillir un être qui aura dupliqué le génome de son père ou de sa mère parce qu'on l'aura voulu ainsi. Le vivre ensemble de cette communauté élargie qui comportera des êtres nouveaux, ce vivre ensemble, il sera une nécessité éthique. Donc on a un premier cas de figure, on ne va pas déserter le champ des valeurs si l'on songe que nous sommes en train de façonner une humanité qui devra s'élargir. Vous savez, on a déjà fait un grand pas, ne serait-ce que relativement aux animaux. Les animaux sont en passe de faire partie de notre humanité. Ils font l'objet d'une éthique, ils ont des droits, ils ont... Bon, bref, cette dynamique-là, elle est en cours. Mais sans être technophile, on peut déjà soutenir que la démesure de nos activités technoscientifiques nous a forcés à devoir réguler nos comportements et à engager une réflexion éthique. Éthique et écologique. Après tout, l'impératif d'avoir à limiter notre pouvoir est salutaire s'il nous porte à inventer des valeurs susceptibles d'affronter les problèmes inédits que nous posent les biotechnologies. Je suis quand même frappé de voir que le désordre des technologies a une conséquence, c'est que nous nous engageons dans des discussions publiques, dans des débats, nous constituons des comités d'éthique, nous valorisons l'argumentation, nous avons mis en place, ça et là, des conférences citoyens, nous mettons en place des dispositifs qui conduisent les individus à interagir entre eux. Bref, il y a paradoxalement un effet éthique lié à la démesure de nos technologies. Nous sommes dans une disposition où nous pensons qu'il faut s'entendre pour savoir où mettre le curseur entre
la remédiation que nous opérons sur le vivant grâce à nos technologies, et puis l'augmentation déraisonnable que nous voulons produire avec ces mêmes technologies. Donc, d'une certaine façon, nous sommes à la veille de nous convaincre que nos techniques doivent faire l'objet d'une intention, d'une réflexion sur les finalités. La prise de conscience, elle est en cours aujourd'hui, même si on est tenté par les procréations médicalement assistées, eh bien, l'idée de réaliser un enfant parfait est mise en discussion. L'idée que le vieillissement, ce serait une maladie, est mise aussi en discussion. On s'aperçoit que le sort que l'on réserve à nos vieux, à nos très vieux, n'est peut-être pas digne. Bref, il y a, à mon sens, quelque chose comme une prise de conscience éthique. Le XXIe siècle verra l'émergence de valeurs, à mon sens, parce qu'il va être de plus en plus confronté au surgissement de contrastes, de fractures de plus en plus dramatiques. On nous annonce déjà certains de ces contrastes, avec le changement climatique, des étés très chauds, des hivers glaciaux, des tsunamis, des cyclones soudains. Mais tous ces contrastes, on les éprouve également sur le terrain de l'histoire, sur le terrain de la géopolitique. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore 10 ans, on parlait de la fin de l'histoire. On était convaincus que la chute du mur de Berlin avait homogénéisé le champ des valeurs, que l'Occident avait grosso modo gagné la partie, qu'on buvait du Coca-Cola à n'importe quel endroit de la planète et que par conséquent, l'idéologie allait suivre. Vous vous souvenez peut-être de Francis Fukuyama qui annonçait la fin de l'histoire. Eh bien, on a vu à quel point tout cela était vain. Le 11 septembre 2001 a été une espèce de traumatisme qui a révélé que non, il y avait encore de l'événement, et donc de l'histoire, une relance dramatique de l'histoire. Et puis, l'aspiration aux libertés dans le monde arabe aussi a signalé que des événements relancent continuellement la mécanique historique. Le contraste le plus générique avec lequel il va nous falloir composer, le Japon l'a vécu il n'y a pas très très longtemps, lorsque ce Japon a dû vivre dramatiquement l'opposition entre l'euphorie liée à l'hyper-industrialisation, à l'hyper-technologisation et l'accablement qui résulte de la révélation de notre grande faiblesse devant la démesure de la nature ou la violence des hommes. Bref, ces contrastes, nous allons les vivre de plus en plus. Alors pourquoi l'épreuve de ces contrastes qui défient le sentiment de sécurité que nous attachions jadis à la science et à la technique, pourquoi l'épreuve de ces contrastes qui ébranlent notre croyance dans le progrès aurait-elle des effets éthiques capables de nous ouvrir à la redécouverte des valeurs? Je dirais parce que les embardés du monde réveillent l'empathie et les solidarités. C'est un fait aussi convaincant que celui qu'avait expérimenté le philosophe Kant. On raconte comment Kant avait été complètement submergé d'enthousiasme en apprenant le fait de la prise de la Bastille en 1789. Bon, voilà, tout à coup, l'Europe tout entière s'est trouvée solidaire de ce fait, de la prise de la Bastille, qui a réveillé l'empathie, qui a réveillé les solidarités. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais en un premier temps, ça a été cela. Un fait qui secoue l'indifférence et l'autosatisfaction des êtres technologisés que je décrivais tout à l'heure comme enfermés dans leur souveraineté de nantis. C'est ça sans doute l'électrochoc dont nous avons besoin pour déraciner les illusions nourries par les prouesses de nos machines. La mondialisation et la virtualisation des échanges développent chez nous, chez nos contemporains, le sentiment d'une abstraction. L'identité devient numérique. Les amitiés sont multiples et virtuelles sur Facebook. L'internaute se transforme en un simple neurone du cerveau planétaire, jusqu'à
jusqu'à ce que l'on touche du doigt la misère de l'autre que soi, et que l'on découvre à grande échelle ce que le philosophe Patočka appelait la solidarité des ébranlés. Au fond, et ce sera là ma conclusion, les outrances de nos ambitions, d'abord prométhéennes, puis transhumanistes, lorsqu'elles achoppent sur le spectacle de la détresse, nous imposent de prendre la mesure de nos fragilités. Ce qui nous distingue des machines et des dieux, depuis toujours, c'est la fragilité. Ce qui nous distingue même des animaux, c'est la conscience de cette fragilité. Au fond, notre privilège d'êtres humains, c'est ça, la conscience de la fragilité. Souvent, on me pose cette question, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme, une machine, un animal, un dieu? C'est ça, la fragilité. Le XXIe siècle ne nous mettra pas à l'abri. Loin de là. Il nous exposera bien plus tôt, à cause justement de la platitude générée par nos technologies et à cause de la mondialisation qui nous force à vivre à l'extérieur de nous-mêmes. Les épreuves que la nature ou l'histoire nous feront subir seront en ce sens l'occasion de redécouvrir l'autre, redécouvrir l'altérité que nous nous imaginions avoir supprimée. L'altérité, pour un philosophe, c'est deux choses. C'est aussi bien le mal, c'est ça l'autre. C'est aussi bien le mal que le visage de l'autre. Le visage de l'autre que moi, qui appelle ma responsabilité, qui appelle ma solidarité. Alors même que nous nous sentions hors de portée et tout-puissants, nous sommes sans doute appelés à nous reconnaître dans une éthique de la vulnérabilité et dans la conviction qu'il n'est d'humanité que dans les blessures qui nous ouvrent les uns aux autres. Je vous remercie.